Demain, le président Alassane Ouattara dans la région de Gbeke, à 24 heures de son arrivée, Bouaké à fière allure. Le bitumage des principales rues de Bouaké presque terminé et vous allez le voir dans quelques instants. Distribution de moustiquaires imprégnés à l'hôpital de Bingerville en présence du ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi. Une mini-campagne pour lutter efficacement contre le paludisme. Et les Maliens aux urnes pour le premier tour des législatives. Le scrutin se déroule sous haute surveillance. Les bureaux de vote ouverts depuis 8 heures. Aujourd'hui, dimanche 24 novembre, bienvenue à tous dans le 13h. Les enjeux de la qualité dans la perspective d'un pays émergent, un thème important qui sera décortiqué dans une trentaine de minutes par notre invité, M. Rabezei, expert qualité, président du comité scientifique des Journées nationales de la qualité 2013. Mais vous le savez, vous êtes à moins de 24 heures de la visite du président Alassane Ouattara dans la région du Gbeke. Sur place à Bouaké, la ville à fière allure. Le bitumage des principales rues de Bouaké est presque terminé, nous dit notre reporter Alvorassa. Une vingtaine de kilomètres de voies bitumées, c'est ce que font ces entreprises retenues pour le bitumage des principales rues de Bouaké. Ces entreprises sont donc à la tâche pour respecter le délai de livraison des travaux. En ce qui concerne notre structure, nous avons pour la première phase des travaux, nous avons près de 7600 mètres linéaires de revêtement à faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près à 7000, c'est près de 7 km déjà réalisés. La réalisation de ces travaux est supervisée par le Bureau national d'études et de développement technique, BNET, qui veille au grain. Dans l'ensemble, les travaux sont satisfaisants. Nous pensons que nous allons arriver vraiment à la date prévue. Et vraiment, les travaux seront vraiment achevés. Mais après la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Gbeke, une deuxième étape de ces grands travaux est prévue. La première phase, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est l'emploi partiel. Qu'est-ce que ça dit? C'est les voies qui existent, le bitume existant, et nous faisons des réparations. Après le départ du président, les travaux vont continuer. Ça, on peut rassurer tout le monde. Bouaké, capitale de la région de Gbeke, avec tous ses chantiers, est donc bien parti pour relancer son développement. Le président de la République, donc dans la région de Gbeke demain, pour donner le sourire aux populations. Son épouse, la première dame, elle aussi soulage les habitants de Béomi. Dominique Ouattara leur a fait don d'équipement d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Regardez. La générosité de la première dame, Dominique Ouattara, vient de s'exprimer dans le département de Béomi. Hommes, femmes, enfants, personne n'a été omis. À Béomi, comme partout où les envoyés de la première dame sont passés, les secteurs de la santé, de l'éducation, les coopératives et groupements de femmes, sans oublier les personnes handicapées, tous ont été pris en compte dans cet élan de générosité et de partage, des dons à hauteur de 60 millions de nos francs. Pour l'envoyé spécial de la première dame, ces dons contribueront à lutter contre la pauvreté, d'où la nécessité pour les populations de veiller à leur bonne utilisation. Nous, à Béomi, vraiment on ne s'attendait pas à ça. On est surpris et agréablement surpris. Ce ne sont que des remerciements que nous pouvons adresser à la première dame et à son illustre époux, son excellence, M. Alassane Ouattara. La première dame qui arrive, les bras chargés de cadeaux, nous ne nous sentons plus orphelines. Nous sommes très émus parce qu'on a toujours pensé que les choses se passaient ailleurs et qu'on ne pensait pas à nous. Mais aujourd'hui, nous sommes très émus. Le seul mot que nous disons à l'endroit de la population, c'est d'utiliser tout ce matériel à bon escient. Que ce matériel qui leur a été offert généreusement par la première dame soit utilisé pour elle-même, pour s'épanouir, pour mener les activités génératrices de revenus. Les populations de Béoumi auront l'occasion de communier avec le couple présidentiel le 28 novembre 2013 lors de la visite d'État dans le département. La Côte d'Ivoire de nouveau au travail, la réhabilitation de la route à Bengourou à Imbilekro, long de 56 km à l'ordre du jour. Et ce sera à partir du premier trimestre 2014, nous dit Kwasi Mamadou. Une route internationale aux allures de pistes villageoises. L'axe à Bengourou à Imbilekro, bitumé depuis 1987, est devenu aujourd'hui un calvaire pour les usagers.
Même si il va là, arriver, il faut que tu vas au garage, aller faire un entretien. Sinon, sans ça, tu ne peux pas. Souvent, ça casse les ressorts là, un morceau, ça gâte trop. Mon pneu n'est pas crevé ni rien, mais les lames de ressort là, c'est éparpillé. Bon, c'est l'état de la route qui fait ça. Voilà. Et chaque fois, hein, chaque 2 voyages, on est obligé d'aller au garage, chaque 2 voyages. 2 heures d'horloge, c'est le temps qu'il faut pour parcourir ce tronçon long de 56 km. Et là, un véhicule de type 4x4. Ici, tout le monde se plaint, petit comme grand. Tous les véhicules subissent les effets de la route. Les coupeurs de route aussi, ils n'ont même plus besoin de barrer la route. Ils ne font que s'arrêter dans des endroits vraiment qu'ils savent que les voitures ne peuvent pas circuler. Et puis bon, vous arrivez là, ils vous prennent tout ce que vous avez. Et souvent même, il y a des morts d'hommes. Vous n'avez qu'à essayer de voir pour la République qui va avoir ce problème-là. Sinon vraiment c'est trop grave. La route, depuis hier, on a quitté Abidjan, on n'est pas encore arrivé à Niblekoro. C'est trop compliqué, pardon, il n'a qu'à essayer de voir. La poussière rentre dans les maisons, quand on est assis au bord du goudron, on respire. Nos habits dans la maison, on ne peut pas rester, la poussière aussi rentre dedans. L'axe Azopé à Bengourou n'est lui aussi pas mieux loti. Les nombreux nids de poules sont souvent cause de graves accidents de circulation. Chaque fois, on a des camions qui se renversent, ce qui fait qu'on a beaucoup, on perd beaucoup. Lorsqu'on demande même les crédits, c'est difficile. Donc nos activités prennent un coup. À la direction générale de la géoroute, l'on invite à la patience. L'appel d'offres a déjà été lancé, il a été ouvert, nous sommes en phase d'attribution. Avant la fin du premier trimestre 2014, les travaux vont commencer. Et c'est des travaux de renforcement, c'est des travaux de renouvellement de la route. Ils vont avoir une route de la même qualité que ce qu'on a entre Abidjan et Azopé sur tout le parcours, depuis Abidjan jusqu'à Niblekoro. Selon Boaké Fofana, les travaux prendront en compte la réhabilitation du pont sur la Komoué. La route sera remise à neuf, le pont également sera remis à neuf. Le projet qui est financé par l'Union européenne est de 26 mois. En attendant le début des travaux, un opérateur économique de la région, des ONG et des volontaires s'emploient régulièrement à faciliter la circulation sur cette route qui dessert les régions de Boukani et du Gontougo, et également les frontières du Ghana et celles du Burkina Faso. Dans le département de Toumoudi, les structures sanitaires sont mal en point. Les problèmes sont identiques d'une localité à une autre. Notre équipe de reportage était dans la sous-préfecture d'Angoda où elle a fait le tour de plusieurs villages. Le point avec Eugène Atoubé. De dehors, une impression de bien-être et de parfaite santé. Mais à l'intérieur, le malaise et la douleur des grands malades. Voici là les 2 faces de la réalité que laissent paraître les établissements sanitaires dans la sous-préfecture d'Angoda. Konan Kokorekro est l'exemple achevé de l'état de déliquescence dans lequel se trouvent toutes les structures sanitaires dans cette partie du département de Toumoudi. On est confronté à des problèmes. Voilà quelques petits soucis, mais nous allons poursuivre ce journal. À Benjerville, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans ne doivent plus souffrir du fait du paludisme. C'est le sens de la mini-campagne de distribution de moustiquaires imprégnés lancée hier à l'hôpital général de la commune par Raymond Goudou Kofi, le ministre de la Santé. Accompagné de ses partenaires, le ministre a insisté sur le fait que les autorités communautaires doivent être des relais pour la sensibilisation des ménages à utiliser la moustiquaire imprégnée. Le point avec Gabriel Zali. À Benjerville, 104 cas de paludisme grave ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans de janvier à octobre 2013, selon les chiffres de l'hôpital général de la commune. Ce samedi, des moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes enceintes par le ministre de la Santé et ses partenaires, notamment Rollback Malaria. Mon premier message est relatif au renforcement de la communication. Mais cette communication-là peut se faire à travers les autorités religieuses, les autorités coutumières. La mobilisation des ressources au niveau local est aussi essentielle dans la lutte contre le paludisme, car il va de la responsabilité de tous. C'est pourquoi le gouvernement a dégagé 2 milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie. L'environnement est également un facteur important dans le combat, selon le ministre de la Santé. Il faut absolument que vous, les leaders communautaires, que vous, les maires,
que tous ceux que la gestion des cités sachent qu'il n'y a pas que la moustiquaire. Il faut lutter contre les problèmes de l'environnement, c'est-à-dire tous ces pneus, tous ces eaux qui sont là, qui restent pendant des années et avec lesquelles nous vivons. Le paludisme doit être combattu avec la plus grande rigueur. La manifestation de l'engagement de l'État ivoirien est la tenue à Abidjan du 20 au 22 novembre dernier de la 25e réunion du conseil d'administration de Rollback Malaria, un partenaire dont l'objectif est de coordonner les actions de lutte contre le paludisme. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à la recherche de financement pour résoudre le problème de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Un séminaire sur la question s'est tenu à Dabou à l'initiative du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Le point avec Honorine Ngouri. Les besoins en financement dans le domaine de la salubrité sont de plus en plus urgents et croissants. Les ressources du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFSU, sont insuffisantes. Aussi, dans la perspective de l'émergence à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire s'est-elle engagée dans une gestion intégrée de déchets qui nécessite des moyens conséquents afin d'atteindre l'objectif zéro déchet. C'est donc pour réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre afin de bénéficier d'appuis extérieurs, aussi bien au plan local qu'international, que se tient ce séminaire à Dabou. Nous avons préféré explorer en invitant, n'est-ce pas, tous les acteurs aussi impliqués dans ce processus de recherche de financement à l'extérieur, de les inviter autour d'une table, réfléchir et comment ensemble mettre à la disposition du Fonds de financement des programmes de salubrité des ressources additionnelles au plan externe pour pouvoir faire face à toute la problématique de financement des ordures ménagères. Quand on voit les quantités d'ordures à ramasser, le seul Abidjan fait plus de 3000 tonnes par jour, ce qui fait pratiquement 1 million de tonnes dans l'année. Sans compter le reste de la Côte d'Ivoire, c'est une somme importante que le gouvernement doit rechercher et dégager pour faire face aux factures qui vont être générées par le traitement de ces ordures. 15 milliards de francs CFA sont attendus par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine pour résoudre le problème de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Et pour mieux gérer la forêt ivoirienne et surtout pour la préserver, le ministère des Eaux et Forêts s'est doté d'un logiciel grâce à la Société nationale de développement informatique, SNDI. Le fonctionnement de ce logiciel appelé Système intégré des activités forestières a été expliqué aux acteurs du secteur. De 16 millions d'hectares en 1960, la Côte d'Ivoire ne compte que moins de 3 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Selon les récentes études, ce sont environ 300 000 hectares de couverts forestiers qui sont détruits annuellement. Face à ce désastre, campagnes de reboisement et de guérissement des forêts classées se multiplient. Cependant, pour une gestion durable de la forêt ivoirienne, la Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie numérique, le système intégré de gestion des activités forestières, une initiative de la Société nationale de développement informatique. Le permis d'extraction forestière peut désormais se délivrer sans nécessairement avoir à se déplacer physiquement. Depuis l'abattage d'un arbre jusqu'à sa transformation, le suivi, la traçabilité est désormais là, ce qui devrait permettre d'assainir fondamentalement le secteur. La déforestation a des conséquences néfastes sur l'eau, le climat et l'agriculture. Socle du développement national, le ministère des Eaux et Forêts annonce donc des mesures préventives. Il y a des normes internationales que nous devons respecter. Au moins 20% de nos territoires nationaux en couvert forestier. C'est pour cela que nous introduisons la bonne gouvernance au sein des activités forestières pour que, premièrement, nous puissions, au niveau de la production même forestière, contrôler toutes ces activités afin que l'économie nationale en bénéficie. Abidjan, Adzopé et San Pedro constituent les phases pilotes du projet. Système intégré de gestion des activités forestières. Ce projet va s'étendre aux autres localités de la Côte d'Ivoire, courant 2014. Dans le département de Toumoudi, les structures sanitaires sont mal en point. Les problèmes sont identiques d'une localité à une autre. Notre équipe de reportage était dans la sous-préfecture d'Angoda, où elle a fait le tour de plusieurs villages. Le point avec Eugène Toubé. De dehors, une impression de bien-être et de parfaite santé. Mais à l'intérieur, le malaise et la douleur des grands malades. Voici là les deux faces de la réalité que laissent paraître les établissements sanitaires dans la sous-préfecture d'Angoda. Konan Kokorekro est l'exemple achevé de l'état de déliquescence dans lequel se trouve
toutes les structures sanitaires dans cette partie du département de Toumoudi. On est confronté à des problèmes de termites ici. Ça fait que les portes ne résistent pas. Donc on a besoin que toutes les portes en bois soient remplacées par des portes métalliques. En plus de ça, on a besoin aussi des matériels, l'équipement au niveau du dispensaire puis de la maternité aussi, pour que vraiment on puisse travailler à l'aise. Même si la question de l'accessibilité à ces structures sanitaires ne se pose plus, il reste toutefois celle du rapport des personnels soignants aux populations dans le nouveau contexte de gratuité des soins, avec pour conséquence la baisse du taux de fréquentation de les dispensaires, maternités et centres de santé. L'argument des populations qu'elles n'ont pas d'argent gagné par la pauvreté et la misère, accentué cette année par une mauvaise pluviométrie. Conséquence, aides soignants, infirmiers, sages-femmes ou matrones, médecins même, sont vus de mauvais œil par les populations. Les parents pensent que tout est gratuit, ce qui est sûr du début jusqu'à la fin. Or, je reçois un kit d'accouchement par femme. Le kit d'accouchement ne compose que 3 paires de gants, une seringue, et une bande et puis une compresse. En dehors de ça, tout le reste doit venir de la pharmacie. Quand ils arrivent à la maison, ils disent que la sage-femme est une voleuse, m'a fait payer ça, m'a fait payer ça. Pourtant, en réalité, c'est ce que moi je reçois, c'est ça que je dois comme gratuité. Dans cette atmosphère d'incompréhension, les personnels soignants multiplient les efforts d'information et de sensibilisation des populations. Et avec le médecin-chef du centre de santé d'Angonda, les populations appellent au secours le PPU. Nous souhaitons que vraiment le PPU vienne construire un bâtiment de au moins 4 salles d'hospitalisation avec toilettes à l'intérieur, avec 2 à 3 bureaux pour le personnel que nous sommes, et qu'ils viennent nous faire un laboratoire pour un minimum d'examens. Le mal est connu, le remède aussi, mais la thérapie risque d'être longue au regard de la profondeur de ce mal. Dans le domaine de l'économie, la 12e réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD se tiendra le 27 novembre prochain à Abidjan. En prélude à cette rencontre, le comité technique mixte était en conclave pour faire le bilan de toutes les actions menées. Il ressort de cette rencontre que les choses avancent comme prévu. Emmanuel Niamé pour plus de détails. Le retour de la BAD, la Banque africaine de développement à son siège statutaire à Abidjan est irréversible. Les engagements pris par l'État pour faciliter le retour de l'institution sont quasiment tenus. L'immeuble CCI a été livré officiellement le 9 octobre dernier à la BAD. La question du logement pour les agents de l'institution a été réglée. La réhabilitation des établissements scolaires devant accueillir les enfants des agents est quasiment achevée. Cette rencontre du comité technique mixte Côte d'Ivoire-BAD est donc pour faire le point des travaux avant la réunion bipartite Côte d'Ivoire-BAD prévu pour le 27 novembre prochain. Nous allons regarder les questions diverses qui concernent les questions d'octroi de visa, des questions d'immunité, puisque la banque bénéficie à travers le protocole, l'accord de siège, de certaines immunités. Les représentants de la BAD à cette réunion se disent satisfaits des efforts du gouvernement. L'arrivée de la banque a déjà commencé dès l'année 2013, suite au fait que nous avons déjà une partie de nos collègues, tous ceux qui travaillent sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui opèrent depuis Abidjan, je dirais depuis le mois de juillet. Nous avons une cinquantaine de collègues dites équipes avancées de la Banque africaine de développement qui sont là pour préparer le retour des grands groupes. L'arrivée du dernier contingent de la BAD à Abidjan est prévue pour le premier trimestre 2014. Grâce aux réformes engagées par le gouvernement, la Côte d'Ivoire est en passe d'être éligible au MCC, ce qui lui permettra de bénéficier d'un financement de 400 milliards de francs CFA, un investissement qui mettra en orbite tous les projets de développement dans la perspective de l'émergence économique. Et c'est justement pour aborder les questions liées au rôle et à l'implication du secteur privé dans l'atteinte de cet objectif que le ministre Albert Mabritoakos, ministre du Plan et du Développement, était face aux dirigeants du secteur privé, et c'était dans le cadre des matinales de l'ESCA. Chris Paterne
Alexis Ouedraogo. Relations secteur privé-État, une équation complexe dans certains pays. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle. Une meilleure performance en fait de tout ce qui est macroéconomie. C'est surtout ça que le secteur privé attend de l'État. Le secteur privé ivoirien attend beaucoup du gouvernement. Il contribue à près de 60% du financement du plan national de développement, PND 2012-2015, estimé à 12 000 milliards de francs CFA. Pour mobiliser ce fonds, l'État a entrepris des réformes. L'effet a dopé le taux d'investissement en l'espace d'une année. De 5,4 en 2012, il est passé à 7,3 en 2013. En tout cas, pour ce que nous avons vu ces 2 dernières années, des initiatives importantes sont en train d'être prises, des réformes importantes sont en train d'être réalisées, mais nous souhaitons que l'État aille encore davantage plus loin. Accompagner l'émergence d'un secteur privé au service de l'économie, c'est la volonté de ces chefs d'entreprise et dirigeants de structures privées. Ils ont pris part au matinat de l'ESCA, l'école de commerce de l'INPHB de Yamoussoukro. Émergence de la Côte d'Ivoire, quels moyens et mécanismes l'État met-il au service du secteur privé? Albert Mabritois-Que s'y a répondu. Il a développé les plans du gouvernement pour le privé ivoirien. Le secteur privé tient une place de choix dans l'ambition que nous avons pour une Côte d'Ivoire émergente et conséquemment, il y a un certain nombre de dispositions que nous avons eu à prendre. La création du guichet unique. Et ce guichet unique permet aujourd'hui la création d'une entreprise en 48 heures. L'objectif, c'est de parvenir à le faire en une journée. Au-delà de cet échange et conscient du rôle que joue le secteur privé dans la marche de l'économie ivoirienne, le gouvernement a mis en place un cadre de concertation publique-privée qui se réunit régulièrement. Objectif, atteindre l'émergence économique de 2020 et relever enfin le défi du meilleur. Le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Dioblin enregistre un taux de réalisation de 36% au niveau des pistes rurales. Le comité de pilotage a fixé le budget 2014 à plus de 6 milliards de francs CFA et la prochaine réunion d'évaluation est prévue pour mars 2014, nous dit Noël Nyagno. Brindoucro, première escale d'un périple long de 197 km sur le terrain, pour vérifier sur pièce toutes les réalisations du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Dioblin. Un don de la BAD, Banque africaine de développement, d'une valeur de plus de 16 milliards de francs CFA. Le préfet de région, administrateur du projet, comme décidé par le ministre de l'Agriculture, le président du conseil régional et son équipe pour traduire en faits de gestes l'engagement de Gampatier Mélège sur le suivi régulier des cas de la région. Les membres du comité de pilotage, tous, comme un seul homme, observent, vérifient, interrogent, écoutent, échangent. Même les obstacles naturels sont franchis sans regret, parce que le projet est important pour la région, a indiqué le président du conseil régional. Les pistes, c'est une avancée notable. Pour les bas-fonds, beaucoup reste à faire. Une chose est visible, la volonté des parties prenantes. Les insuffisances constatées vont être corrigées, ont recommandé les membres du comité de pilotage. Ils ont arrêté le budget 2014 à plus de 6 milliards de francs CFA. La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée à mars 2014. La campagne Coton 2013-2014 bénéficie d'une subvention. C'est un cofinancement de l'Union européenne et de la filière coton qui ont délégué le FICA, le Fonds de financement de l'agriculture, pour sa gestion. La phase de lancement de ce vaste projet a eu pour cadre la ville de Mankono dans la région du Béret. Regardez. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de coton et tous les acteurs de la filière. La subvention au titre de la campagne 2014, en présence du ministre de l'Agriculture Coulibaly Sangafoa à Mankono, les modalités de cette subvention ont été expliquées, tout comme sa mise à exécution par le FIRCA, structure à charge de mener à bien le projet de subvention de la campagne cotonnière 2013-2014. Désormais, les filières agricoles prennent leur part dans le financement de leurs propres programmes. Les producteurs, les filières agricoles pourront avoir toujours dans un mécanisme pérenne de quoi faire maintenir le projet. La subvention de la filière coton est un bénéfice énorme pour les principaux acteurs et partenaires de la filière. Bénéfice en termes d'amélioration de la productivité des exploitations et le revenu des producteurs, ce qui devrait être une voie de lutte contre la pauvreté dans les zones productrices de coton.
Pour rappel, cette subvention est cofinancée par l'Union européenne à hauteur de 50,13% et pour le reste, la filière coton à travers la fêtière Intercoton. Une page religion dans ce journal. En 2014, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire va commémorer son centenaire. Un événement que les fidèles préparent déjà. Ils ont organisé un pèlerinage pour retourner sur les traces du méthodisme en Côte d'Ivoire. La caravane a démarré le 22 novembre dernier. Guy Roger, Amikanga. Pèlerinage aux allures de caravane pour la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire. En 2014, l'Église célébrera son centenaire en terre ivoirienne et pour préparer l'événement, les méthodistes se replongent dans leur histoire. C'est comme si on retournait à nos origines pour aller nous ressourcer, pour prendre de nouvelles forces, pour pouvoir avancer. Alangouanou, village situé dans le département d'Aboisseau et berceau de l'église méthodiste, est le point de chute de cette caravane. Sur le chemin, de nombreuses escales sont prévues, comme ici au temple Éternité de Bassam. Bâti en 1923, il est le premier temple des chrétiens méthodistes. Louanges et communion ont marqué cette étape. À tout Seigneur, tout honneur. Nous méritons cela parce que c'est véritablement la première église de Côte d'Ivoire. Et les 100 ans, ce n'est ni 100 jours, ni 100 mois, mais c'est 100 ans. Et Dieu a permis que nous soyons en vie pour vivre cet événement. Et donc nous devons vivre cet événement avec éclat. En 100 ans, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est agrandie. Elle compte plusieurs temples en Côte d'Ivoire et a posé de nombreuses actions de portée spirituelle et sociale. Depuis 1914, l'église a connu une telle croissance numérique. Nous sommes plus d'1 million aujourd'hui. Il y a des actes sociaux pour dire que Jésus ne se préoccupe pas que du salut de l'âme, mais du salut de l'homme tout entier. La caravane du centenaire débutée le vendredi 22 novembre dernier s'achève ce dimanche 24 novembre 2013. Une cérémonie d'hommage a été organisée en l'honneur des pèlerins de l'édition 2013. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République. C'était une occasion de dresser le bilan de l'édition 2013 du Hajj. Christelle Mélan. Moins d'un mois après leur retour, les pèlerins de l'édition 2013 du Hajj ont été célébrés à la Grande Mosquée de la Riviera ce samedi 23 novembre. Allocution, témoignages et prières au très miséricordieux ont animé la cérémonie d'hommage à ces nouveaux Hajj et Hajja. Nous revenons de la Mecque plus que convaincus de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le sentiment de satisfaction d'une mission spirituelle accomplie et une grande paix intérieure. L'accomplissement de ce pilier important de l'islam est un facteur déterminant dans la sérénité avec laquelle nous abordons désormais notre existence. Le commissariat du Hajj, félicité pour la bonne organisation du pèlerinage, fait le bilan de cette édition 2013. Tous les intervenants ont manifesté leur reconnaissance au président de la République, représenté par Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout le monde nous a dit que cette édition du Hajj 2013 s'est passée dans des meilleures conditions. Cette année, il n'y a pas eu de problème de transport. Cette année, il n'y a pas eu autant de difficultés que les autres années. Que Dieu fasse que les éditions à venir soient encore meilleures. Ils sont près de 5000 en Côte d'Ivoire à être allés en pèlerinage cette année. 6 d'entre eux y ont perdu la vie pendant l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam. Les Maliens aux urnes depuis ce matin pour le premier tour des législatives. Ils sont plus de 6 millions à voter ce dimanche 24 novembre. Ce scrutin, 3 mois après la présidentielle, doit parachever le retour à l'ordre constitutionnel interrompu par un coup d'État en mars 2012. Le scrutin se déroule sous haute surveillance, particulièrement dans le nord où des soldats ont été mobilisés pour protéger les bureaux de vote. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, temps universel. Dans le cadre de ces activités mensuelles, la plateforme des femmes pour gagner a organisé une conférence débat pour sensibiliser la femme sur son importance et sa place dans la société. Conférence au cours de laquelle le livre de Maître Christine Biti-Kouyaté, Femme, le sens d'une vie, a été dédicacé. Regardez. L'usage esthétique de l'écriture et de la parole moyen utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le reste du monde. La littérature permet cette écriture.
Plusieurs gens la composent, dont le roman « Femme, le sens d'une vie » de Maître Biti Kouyaté s'inscrit dans cette logique. L'auteur entend à travers cette œuvre encourager la jeune fille à se battre dans la vie, mais aussi à prendre son destin en main. La jeune fille marche sur une voie parallèle. Nous sommes dans un pays sous-développé. Ne restez pas comme ça, apportez votre grain de participation à la réussite de ce pays. Née en 1953 à Tiasalé, cette enseignante à la retraite affirme et soutient que seul l'amour peut donner un sens à la vie. Ce livre a été écrit pour que chacun d'entre nous ne traverse pas comme ça la vie sans avoir à apporter un peu d'amour à autrui. Une pensée à laquelle adhèrent les participants. À travers ce livre, elle permet de nous faire comprendre, nous, jeunes filles, qui ne suffit pas de se contenter des acquis, il faut se battre. C'est un livre de recettes qui va pérenniser une famille et une femme exceptionnelle. Droit des sociétés anonymes avec conseil d'administration, sans conseil, sans réponse pratique. Société anonyme avec conseil d'administration, repère juridique des dirigeants. Quelques œuvres de l'auteur de Femmes, le sens d'une vie. La présidente de la plateforme des femmes pour gagner, Maître Christiane Biti Kouyaté, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Des stratégies en vue de sensibiliser davantage la gente féminine sur le rôle important qu'elle joue dans la société sont en cours. Pour elle, toute femme doit pouvoir donner un sens à la vie. Et place maintenant au Dimanche Magazine. La notion de qualité et le concept de pays émergent intéressent de plus en plus la population, les entreprises et les administrations. C'est d'ailleurs pour cette raison que votre Dimanche Magazine de ce jour est consacré aux enjeux de la qualité dans la perspective d'un pays émergent. Pour en parler, nous sommes maintenant avec M. Rabezei, expert qualité, président du comité scientifique des Journées nationales de la qualité 2013. Bonjour M. Zei. Bonjour madame. De manière simple, qu'est-ce que la qualité, vous qui êtes expert en qualité? Permettez madame que j'adresse ma reconnaissance, la reconnaissance et les remerciements du président de l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire, M. Maïzan Kofi Noël. Remerciements à l'endroit de la RTI de l'opportunité qui nous est offerte d'échanger avec vous à l'occasion de ce magazine sur un sujet donc, qui cristallise toutes les attentions, qui est au cœur de toutes les attentes de la population, mais également au cœur, paradoxalement, au cœur des contradictions sociales. Et donc, qu'est-ce que la qualité? Alors, qu'est-ce que la qualité? Vous avez bien dit simplement, lorsqu'on prend un élève qui a de bons résultats scolaires et qui est bien discipliné, il fait la joie de ses parents et il est apprécié de ses enseignants. On dit que c'est un bon élève. Lorsque vous avez une équipe de football qui ne donne ni angoisse, ni sueur froide à ses supporters, et qui remporte des victoires importantes. On dit que c'est une équipe de qualité, une bonne équipe. Lorsqu'on prend un agent de la RTI qui travaille bien et dont le travail est apprécié, on dit que c'est un bon travailleur. Donc, vous voyez de manière constante que la qualité, c'est ce qui est bon. Et ce qui est bon a de la valeur. Et ce qui a de la valeur est apprécié, est recherché et donc donne satisfaction. On ne peut pas parler de qualité dans des structures où règne l'improvisation parfaitement structuré. Chacun fait ce qu'il veut et ça n'aime personne. On ne peut pas parler de qualité dans des structures où règne la culture de gestion des urgences. Au lieu que l'urgence soit l'exception, l'urgence devient finalement la règle. Des structures où les agents ne parlent pas les uns avec les autres. On ne peut pas dire qu'on fait la qualité en ce moment. C'est clair, la qualité concerne tous les domaines d'activité. Absolument. Comment peut-on comprendre alors l'opportunité de la qualité dans le secteur public, vu l'image qu'on se fait des administrations publiques, et qu'en est-il du secteur privé? Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous lorsqu'il s'agit du secteur public. Quand on dit secteur public, c'est un ensemble d'administrations qu'on appelle administrations publiques, qui sont l'émanation de la puissance publique. À partir de ce moment, le service public, c'est la qualité du service public qui justifie en réalité la raison d'être de ces administrations, ce qu'on appelle leur utilité socio-économique. Si le service public n'est pas de bonne qualité, à qui irions-nous? Le service public de qualité, le citoyen que vous êtes, madame, que je suis, est en droit d'attendre ce service public de qualité. Mais en même temps, c'est un devoir pour ces administrations de produire un service public de qualité. Donc, finalement, c'est une exigence qui s'impose à ces administrations. Et je crois que des efforts sont en train d'être faits dans ce sens en Côte d'Ivoire au niveau de beaucoup de services publics, notamment le Trésor public, les impôts et bien d'autres administrations. Et ceux qui produisent souvent la qualité sont mal rémunérés, mal payés?
maltraités. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que là où il y a la qualité, il y a l'opposition. Il faudrait bien qu'il y ait l'opposition pour que celui qui travaille bien comprenne en réalité que ce qu'il fait est la lumière et que ça ne peut que déranger celui qui n'aime pas la qualité. Il faut s'attendre à cela, c'est un peu dommage, mais ça fait partie de la nature de la vie en société. Ceux qui travaillent bien, il faut reconnaître leur mérite pour les amener à travailler bien, au lieu de créer une sorte d'obscurantisme autour d'eux et les mettre toujours en minorité. Je pense que je suis parfaitement d'accord avec vous. Ceux qui font des efforts en matière de qualité, ils sont mal vus quelquefois, mais ils sont aussi bien vus par par certains dirigeants. Quelquefois même, on vous dira que mais est-ce que c'est vous qui avez créé le travail? Pourquoi vous aimez tant le travail? Dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. Je suis parfaitement d'accord avec vous. En parlant justement de qualité, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? J'avoue que c'est une expression qui... prêcher dans le désert, c'est une expression qui m'impressionne. Pourquoi, madame? Parce qu'elle est le résumé parfait des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain dans le cadre de la gestion de la culture du changement. Prêcher dans le désert, je peux comprendre par désert l'image de tous ceux qui n'aiment pas la qualité et pourtant ils aiment les bonnes choses. Tous ceux qui pensent en entreprise ou dans les administrations que la qualité se développe en dehors de leur travail de tous les jours. S'il s'agit de cela et qu'ils maintiennent leur position, on peut dire qu'on prêche dans le désert. Mais quelquefois même on crie dans ce désert pour interpeller ces derniers, pour leur dire que la qualité peut les rattraper à tout moment. Donc on est obligé de faire des audits, identifier les dysfonctionnements, capter même les récriminations des usagers, des clients, pour mettre ces derniers devant leurs responsabilités. Il y a des produits de mauvaise qualité souvent sur le marché. Il y a eu récemment cette rumeur sur le sucre qui serait dangereux dans un pays qui est le juge de la qualité. Alors c'est vrai qu'il y a 2 jours, j'ai suivi cet élément à la télévision, mais quand il a été question de ce sucre probablement ou alors dangereux, mais le ministre des tutelles est monté au créneau pour dire que le juge de la qualité, c'est l'État. C'est l'État dans un régime libéral qui est l'arbitre du jeu de la concurrence et le contrôleur des mécanismes du marché. C'est donc l'État qui, en tant que juge, doit assurer la protection de la population pour toutes les questions de santé publique, toutes les questions de sécurité publique et d'hygiène publique. En plus de cela, il y a les entreprises elles-mêmes qui mettent en place des organisations pour s'assurer que le service qui est fourni, le produit qui est mis sur le marché est un produit qui est conforme aux exigences. Mais le vrai juge de la qualité, c'est vous, madame. C'est moi-même qui suis en face de vous. C'est tous ceux qui nous suivent. Le vrai juge de la qualité, c'est le client, c'est l'usager, si je peux m'exprimer ainsi. Mais que vaut un juge de la qualité s'il n'a pas les moyens de son pouvoir? S'il est pauvre, s'il a un pouvoir d'achat dérisoire, il ne peut que se contenter des produits de mauvaise qualité. Il ne peut que subir les entreprises qui jouent avec la qualité. Et c'est bien dommage. Et s'il n'a pas les moyens de s'organiser en association de consommateurs pour constituer un contrepoids, s'il ne réclame pas dans l'ordre avec des moyens bien ordonnés, réguliers, il ne peut pas avoir les moyens de son pouvoir en tant que juge de la qualité. Les journées nationales de la qualité, c'était du 22 au 24 octobre dernier et vous avez mené la réflexion sur la contribution de la qualité dans la perspective d'un pays émergent. Or, la Côte d'Ivoire aspire à l'émergence, veut cher au président Alassane Ouattara de manière concrète. Qu'est-ce qu'un pays émergent? J'avoue que c'est une question intéressante parce que durant ce journal, j'ai entendu plusieurs fois le mot pays émergent. Alors, selon le professeur Mama Ouattara, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le directeur honoraire du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, derrière juste le lycée classique d'Abidjan. Il a dit au cours d'un forum auquel j'ai participé qu'un pays émergent est un pays qui a percé. Mais quand il a dit, il a mis point, il n'a plus rien dit, et quand il a fini, tout le monde a commencé à rire dans la salle, parce que ces Ivoiriens ont compris la définition qu'il a donnée. Alors, dans un quartier, quand quelqu'un réussit, ou bien quand quelqu'un a réussi, sa réussite suscite l'admiration. Il inquiète même certains de ceux qui ont déjà réussi. On dit qu'il a percé. C'est pourquoi cette définition est assez intéressante. Et comment la qualité peut contribuer donc à l'émergence? Autrement dit, quels sont les enjeux? Alors, les enjeux se retrouvent d'abord au niveau de la définition qui est un peu reconnue par nous tous, de la notion d'émergence. Pour être un peu plus concret, un pays émergent, si vous voulez, c'est un pays qui a une forte capacité de développement. Un pays qui peut se développer, qui a des possibilités reconnues réelles. C'est un pays qui produit une richesse nationale et qui l'entretient, ce qu'on appelle la croissance économique. C'est un pays qui a un tissu industriel qui est assez performant, qui lui permet de produire des produits de qualité, donc des produits compétitifs. À partir de ce moment-là,
la qualité peut contribuer de manière significative à l'émergence si déjà la qualité est inscrite dans la culture institutionnelle, si elle est reconnue comme une valeur de la culture des entreprises et de la culture sociale. Alors, concrètement, il y a les questions de gouvernance derrière. Si la signature de l'État, par exemple, inspire confiance, ça veut dire que la qualité de l'action publique, l'action administrative est au bout. Cela veut dire également que les politiques économiques produisent les résultats sur les citoyens en termes de bien-être social. Or, si on parle de bien-être social, on parle de qualité aussi de la vie. Quand on regarde un peu les éléments qui viennent de passer, les mouches, l'insalubrité publique, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans les villages. Alors, on ne peut pas parler de qualité de vie. Et ça, c'est le revers du développement qui n'est pas forcément, le revers du modernisme qui n'est pas forcément le développement lorsque ce modernisme n'est pas encadré. Ça, c'est un premier point. Si ce que nous produisons est de bonne qualité et que les Américains nous disent, par exemple, que notre marché à travers l'AGOA est ouvert, si ces produits ne sont pas de bonne qualité, on ne peut pas saisir ces opportunités, déjà. Ça, c'est un autre aspect. L'autre aspect, c'est qu'au niveau même des individus, ce sont les exigences de la qualité qui permettent en réalité à chaque individu de respecter la loi, de respecter ce qui doit être respecté et faire de lui un citoyen suffisamment responsable pour avancer par le respect des exigences. La qualité est à ce prix et donc elle est non seulement un moyen mais également une fin en termes de résultats à obtenir. Est-ce que le développement du secteur informel n'est pas un frein à la promotion de la qualité dans un pays qui ambitionne d'être émergent? Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que le secteur informel, c'est un secteur non reconnu au plan institutionnel. C'est le secteur de la débrouillardise, le secteur des unités de production qui produisent, mais leur production n'est pas toujours captée. Donc si nous prenons par exemple une entreprise qui produit des pagnes, qui est une entreprise reconnue au plan formel, et que ces pagnes sont de bonne qualité, et que certaines unités de production informelles inondent le marché de produits contrefaits, de pagnes prohibées, de paille de mauvaise qualité, du coup, cette entreprise qui est formelle, reconnue au plan institutionnel, va être confrontée à plusieurs logiques. D'abord, la logique financière, elle a des programmes d'investissement qui n'ont pas encore été amortis, mais elle doit faire face à une concurrence déloyale. Il y a déjà manifestement un problème sur cette question-là. En même temps, ce secteur informel va faire en sorte que d'autres entreprises vont douter de la qualité. Or, ce n'est pas parce que des produits issus des unités de production informelles sont de mauvaise qualité, que ces entreprises ne vont pas produire des produits de qualité. Mais l'autre aspect qui est intéressant que je voudrais évoquer, madame, avec votre permission, c'est que dans un pays, lorsque le secteur informel se développe, c'est un signal essentiel au plan de l'analyse sociologique pour dire que dans ce pays, le potentiel entrepreneurial est très fort. Il faut le capter pour encadrer tous ceux qui n'ont pas encore goûté au plaisir de la dimension informelle. C'est d'ailleurs un secteur d'équilibre, parce que tous ceux qui sont dans ce secteur, beaucoup se débrouillent également et ne sont pas forcément des contrefacteurs. Donc c'est ce que je voulais dire. Être justement un pays émergent est une ambition légitime, hein, mais est-ce qu'il y a au moins un risque qui doit être connu et maîtrisé lorsque l'objectif est atteint? Alors quand j'ai dit tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit que quelqu'un a réussi, on dit qu'il a percé. Mais il faut maintenir la réussite. Ouais. Il faut maintenir le niveau de vie. Si cette personne a réussi positivement, je veux dire. Donc, si le pays aspire à l'émergence, cela suppose qu'il y a une classe intermédiaire qui acquiert un pouvoir d'achat et qui tire la qualité par le haut. Cela veut dire que ce pays est admiré et on est convaincu que ce pays progresse et avance. Mais quand on progresse, on ne régresse plus. Donc, le risque de dériver, le risque de régresser, le risque de ne plus être reconnu comme un pays émergent est là. Il y a plusieurs clubs de convergence dans le monde qui sont constitués. On parle du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. L'Afrique du Sud, ces pays sont reconnus aujourd'hui comme pays émergents, mais bien d'autres pays ont été reconnus comme des pays émergents, mais ils sont aujourd'hui confrontés à certaines difficultés de croissance. Même les pays qui sont dits développés aujourd'hui. Si vous avez bien constaté l'actualité, lorsqu'il y a 0,01% de taux de croissance positive, on a même l'impression qu'en Conseil des ministres, le champagne est sablé. Le champagne est sablé parce que c'est une joie énorme. Donc, un pays qui aspire à l'émergence ne veut pas dire que c'est un diplôme qu'on acquiert à vie, mais c'est un niveau qui permet d'aller résolument vers le développement. Donc, c'est important. Pour terminer, est-ce que le métier de qualiticien est connu en Côte d'Ivoire?
Il est très peu connu et c'est pourquoi nous faisons la promotion, mais madame, avec votre permission, c'est qu'au cours de ces journées nationales de la qualité, des résolutions sont ressorties qui rentrent en ligne de mire avec ce que nous voulons faire de la qualité en Côte d'Ivoire. Quelques résolutions. Et quelques résolutions, nous avons demandé qu'il y ait une politique nationale de la qualité, ce qui est pris en compte aujourd'hui par le projet de loi qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons demandé qu'il y ait une loi sur la normalisation, ce qui est pris en compte par le projet de loi qui a été examiné par la Commission des affaires économiques et financières le 22 novembre dernier. Le rapport de la Commission va être adopté. Ensuite, le 29 novembre, si tout se passe bien, il y aura donc la séance plénière d'adoption. Donc, nous avons également demandé qu'il y ait un fonds national pour le développement de la qualité pour que toutes les entreprises qui font des efforts en matière de qualité, toutes les administrations publiques et les entreprises privées qui font des efforts soient appuyées et soutenues. Nous avons demandé qu'il y ait un observatoire national de la qualité pour qu'en dehors des organes classiques traditionnels de vérification de la conformité des produits en Côte d'Ivoire, il y ait cet observatoire pour attirer l'attention des gouvernants et des entreprises sur le niveau de perception de la qualité de nos produits. La surveillance est essentielle parce que c'est elle qui nous permet de savoir que tel produit vient de telle région ou tel pays où il y a une catastrophe nucléaire et que le produit est peut-être frappé de présomption d'irradiation. Le produit est irradié, serait dangereux pour la population. D'où la vérification et le contrôle. Merci, M. Rabé Zeyi, d'être venu sur notre plateau. Remercie. Je rappelle que vous êtes expert en qualité, président du comité scientifique des Journées nationales de la qualité 2013. Et avec vous, nous avons parlé des enjeux de la qualité dans la perspective d'un pays émergent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.